Bonsoir et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission pas si petite où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à la campagne La Danse des Dragons dans l'univers de House of the Dragon avec le système Chronique oubliée de Black Book Edition. Salut les amis. Salut. Tu l'as fait comment ton pas si petit? Tu commences à l'innover de temps en temps, voilà. Je sais pas quoi faire avec mes mains. Au prochain épisode on le fait de manière chorale. On peut. Faut s'entraîner quoi, faut s'entraîner. On va s'entraîner. Elle est pas si petite. Épisode 6. Et pour le résumé, cet épisode 5 qu'on a fait il y a une semaine. Ouf, moins. Ouais, ça en passe du temps. Et bien ça va être ça. Un résumé, c'est promis. Du coup, notre brave narrateur reprend de ses blessures. Pendant ce temps, nous vaquons à nos occupations. Gwencel aide Célise à empaqueter ses pactages. Riam empaquete ses pactages, sauf qu'un page. Oh, vous avez vu un peu. Moi je m'attendais à en empaquer Célise. Je vais me coucher là, c'est tout seul. Hein, lui donne une petite page pour aller rejoindre une pique qui, du coup, te racontera par la suite que on est grave dans la merde quand même, que les Tarly veulent nous défoncer la face et qu'il serait, ma foi, bien intéressant, je fais grosso modo, d'aller voir les Durouvres. On m'a dit de faire résumer, je fais résumer. Ouais, la prochaine fois tu le fais en Alexandre. calmez-vous. Je sens que ce résumé va être long. Mais pas à cause de toi. Je vous demande de vous arrêter. Donc on va aller voir les Durouvres pour avoir un petit peu d'alliés par là-dedans parce que ça va être coton-coton. Pendant ce temps-là, notre cher Arador commence à préparer la caravane. Et moi je vais aller voir Elena Tyrell pour la remercier de son hospitalité, mais aussi un peu savoir son orientation, qu'elle refuse pour le moment de donner, mais bon, je sens qu'elle tique un petit peu vis-à-vis d'Otto Hightower, qu'elle craint pour sa place et notamment celle de son fils. Et elle me demande quand même, grosso modo, de la soutenir quand elle donnera son choix, en tout cas que notre famille la soutienne quand elle donnera son choix. Et voilà, nous partons ensuite pendant 3 jours de trajet pour retourner à Rubriand. Et la suite après le générique. Le convoi Florent chevauche vers Rubriand depuis 3 jours sur la route de la Rose. 3 jours à travers les collines verdoyantes du Bief et son air apaisant, constitué de différents parfums liés aux multiples plantes poussant abondamment dans la région. 3 jours depuis les noces écarlates, en direction de Rubriand, cœur de la maison, siège de la puissance des Florent. Le temps s'est rafraîchi depuis quelques jours, et, d'après Maître Carsen, il se pourrait bien que le prochain conclave des maîtres de la citadelle confirme l'arrivée de l'automne après un été exceptionnellement long. Vous vous déplacez lentement à travers les terres des gouverneurs du Bief, les Tyrell. Votre groupe arrive au petit matin. Vous entendez au loin résonner les cloches du septuaire, annonçant le début de la journée, après l'aube. La pluie poursuit son périple et vous accompagne jusqu'à votre entrée à l'intérieur de la cité. Rubriand est votre joyau, composé de différentes facettes. La première, la principale, est structurée par le château seigneurial, votre demeure.
Un enchevêtrement de tours plus ou moins hautes, organisées en de multiples façades de meurtrières et de fenêtres. Les arcades de pont permettent de passer vers les tours périphériques, notamment celle de la Rouquerie, l'espace dédié aux corbeaux messagers dans la plupart des demeures seigneuriales, là où vit Maître Carsen. En contrebas de ce monumental amalgame de pierres réside votre population, vos gens, et la cité de Rubrion à proprement parler. Vous y pénétrez, et toute personne doit nécessairement passer par le pont de pierre, érigé par les ancêtres Florent durant l'âge des héros. La garde Florent veille, aux entrées, et c'est le premier endroit fermé lorsque la nuit vient. D'ailleurs, lorsque vous pénétrez enfin dans votre fief, quelques personnes reconnaissent votre convoi et saluent John Florent et l'ensemble du groupe. Vous pouvez lire dans leur visage de l'admiration et du respect envers votre père. John a su tisser un lien particulier avec la population comme aucun autre lord avant lui n'avait pu le faire auparavant, pensez-vous. La pluie a transformé les passages menant au château en des corridors boueux, et la population tente, tant bien que mal, de se protéger sous quelques toitures courbées. Rubrion ressemble à ces cités médiévales types, où quelques rats abondent parfois entre différents tonneaux, où l'odeur des teintures de certains quartiers emplit l'air en le rendant étouffant, où les quelques bouchées de votre capitale laissent couler le sang de porc découpé à l'aube, et dont la boue se gorge d'une teinture vermillon. Le petit port de commerce de la cité est en activité. Quelques bateaux, venus de la côte, ont remonté le long de l'hydromel pour distribuer le plus rapidement possible les ressources en direction des autres terres Westerosi. En remontant le sentier pavé, vous apercevez enfin le gigantesque portail d'entrée du château composé de 2 battants en bois d'environ 4 mètres de haut. Un bas-relief ornant les 2 portes symbolise la fondation de la maison Florent par Floris la Renarde, fille de Cartemain Verte. Ouvert en grand, il semble vous attendre depuis de nombreux jours. Vous avez toujours une vue sur l'hydromel au moment où vous posez pied à terre. Calme malgré les gouttes qui parcheminent sa surface d'onde, l'hydromel s'écoule paisiblement, comme à son habitude. La pluie continue ainsi son balai sur les pavés humides de votre demeure. Que faites-vous ? On s'affaire les uns à côté des autres. En train de décharger vos En affaires. train de décharger nos Voilà, affaires. super. J'ai très envie d'aller déposer mon simple bagage dans mes quartiers et d'aller faire un tour en ville pour écouter la rumeur, savoir ce qui se dit dans la populace. Ok. Alistair, que fais-tu? Voyant Gwensen partir, j'étais très rassurée en fait qu'elle reste aux côtés de Célise tout du long. Et la voyant partir, moi du coup je vais prendre le relais et rester auprès de Célise. Ok. Arador, que fais-tu? Moi, pour avoir défait mes pactages dans ma chambre, je vais m'orienter vers les... On doit bien avoir des armureries au château. Ouais. Donc vers l'armurerie du château et les armureries civiles. Juste faire un léger inventaire des stocks et des minerais qu'on a sur place pour pouvoir fabriquer, s'il le faut, pour préparer un conflit. Ok. Riam, donc toi qui t'affaires. Je vais m'affaire. Non, bah effectivement, voyant que Alistair va s'occuper de notre sœur, j'aide en fait à décharger. Grosso modo, je file un coup de main. Ok, ça marche. Donc tu vois que les serviteurs remarquent en fait ce que tu es en train de faire. Donc logiquement, c'est pas à toi de le faire et tu vois qu'ils sont plutôt marqués positivement par ton geste. Du coup, l'idée, Ok, et donc tu vois ça leur fait plaisir, tu vois qu'ils n'ont pas l'habitude, donc même si, d'une manière générale, hein, vous avez pu le faire de temps à autre, hein, pour certains, peut-être que tu le fais de manière un peu naturelle. Et c'est vrai que ça les rassérène un petit peu, tu vois, qu'ils se sentent plus à l'aise déjà d'être à l'intérieur de Rubrion, tu vois, que ça les rassure eux-mêmes. Vous voyez donc votre père qui lui rentre directement au château et qui va sûrement donc aller dans la partie centrale, c'est-à-dire là où se trouve donc la pièce où vous avez les repas, les centres de réunion pour votre famille, donc dans des moments de crise ou même de discussion tout court. Et donc Célise, tu vois elle part en direction du château elle-même, donc à l'intérieur, et tu vois les serviteurs lui demandent si elle veut prendre un bain. Et tu vois qu'elle acquiesce et donc elle se déplace en direction de sa chambre. Elle a une dame de compagnie, j'imagine. Ouais. Je vais m'approcher d'elle en lui disant pourrais-tu me dire lorsque Célise sera disponible?
Oui, très bien. Tu restes auprès d'elle? Très bien, je resterai auprès d'elle. Merci. Et tu vois qu'elle se déplace avec elle donc, dans sa direction. Pendant ce temps, donc Gwensen, donc, tu écoutes, fais-moi un test de sagesse. 16. Ok, donc tu écoutes, t'as plusieurs personnes, alors t'es habillé en septa, donc les gens font attention à toi, mais ils te reconnaissent pas forcément. Tu longes les quelques rues de Rubriand. Il y a un peu de monde, mais la plupart des gens se mettent à l'abri, ondulant entre les ruelles étroites de la cité. Le terme de noces écarlates revient souvent dans la bouche de la population. Contrairement au jardin, nulle mention de la sorcière Florent. Mais les inquiétudes se font sentir sur le devenir de la petite renarde. Mes avis, qu'ils auraient dû la laisser pourrir dans les geôles d'au jardin. Elle n'attire que le mauvais œil sur les Florent, et donc sur nous. S'écrie malgré tout un des membres d'un cabaretier, c'est-à-dire d'une taverne où l'on sert le vin, souvent de mauvaise qualité, directement sur l'étal à même la chaussée. L'incertitude principale vient d'Étarly, situé à l'est de votre position. Certaines rumeurs affirment que le sanguinaire a repris Corvenin, l'épée en acier valyrien de sa maison pour se venger définitivement des renards. Il serait déjà en chemin vers vous, avec une troupe conséquente. Une autre obsession résulte d'une venue à Bondalone, le fief des Blackbar. Quelques marchands de Villevieille affirment qu'une personne importante serait venue voir Lord Blackbar au sujet des alliances à venir. La crainte d'une mort prochaine du roi Viserys Targaryen est dans tous les esprits. Nombreux sont ceux rappelant la légende autour du trône de fer, celle d'un rejet du pouvoir sur la personne s'écorchant sur le trône d'Aegon le Conquérant. Tous ont en souvenir l'amputation du roi en raison de ses blessures sur le trône de fer 3 ans auparavant, ainsi que sa santé déclinante. On a peur que le roi ne passe pas cette année, maudit par le trône de fer, ou par sa femme, la reine Alicent Hightower. Alors attends, du coup, c'est quelqu'un d'important qui est venu chez les Blackbar. C'est ça. D'accord, c'est pas qui c'est. Un dos de dragon ou... Mais vas-y, En enchaîne. tout cas, il n'y a pas de dragon hein, qui est énoncé. Donc Riam, toi tu fais donc Moi, je rassembles, continue tu un tu peu, déplaces. Alistair, donc toi pendant que tu es déchargé entre guillemets de la surveillance de Célise, que fais-tu? Je vais aller éplucher les diverses lettres qu'on aurait pu recevoir voilà, pendant notre absence, quoi. Ok. Donc tu vois qu'en fait le maître Carsen se déplace vers la rouquerie, donc là où se trouvent les différents corbeaux. Tu sais que lui c'est sa première étape, hein, donc il va essayer de récupérer donc les différents messages au cas où il y en est. D'ailleurs, Alistair, tu es juste derrière lui, grimpant tous deux les marches d'un escalier intérieur menant vers les parties supérieures du château. Il a un léger sourire, un peu pincé, en posant sa main sur les rebords de pierre des murs. Tu sais qu'il éprouve un plaisir charnel à glisser ses mains sur les différentes parties de la demeure Florent. Pendant la montée, le bruit des nombreuses chaînes du maître résonne en un léger écho au sein du passage de la fortification. Assez âgé, tu ne peux que penser à cette voix légèrement nasillarde et rauque, caractéristique de maître Carsen. Cela fait quasiment 30 ans qu'il erre dans ces murs. 30 ans qu'il accompagne votre famille dans ses décisions les plus intimes, les plus importantes. 3 décennies qu'il offre ses services et ses enseignements, ceux de la citadelle, pour vous, pour l'avenir de votre fief. Il te sent nerveux et cherche à apaiser tes craintes sur la situation actuelle tout en touchant machinalement sa chaîne de cuivre, symbolisant l'histoire. Point de crainte. Nous sommes enfin arrivés, et même si la pluie n'est pas toujours l'amie d'un combattant, elle sait laver les souffrances et effacer les douleurs avec le temps. Tu lui offres un léger sourire en réponse, et il se tait tout le long de votre ascension. Vous parvenez enfin jusqu'à la rouquerie. Il ouvre la porte, et vous voyez un enfant d'une dizaine d'années, en train de soigner un corbeau dans une cage. Seul, l'animal croisse à votre arrivée. La pièce est légèrement humide. Tu vois un léger cheveu d'eau glissé par une fenêtre, dont l'appui intérieur en pente favorise une minuscule rigole. La zone est assez lumineuse, comptant 2 pièces. La principale, celle devant toi, Alistair, regroupe un ensemble hétéroclite de connaissances diverses réparties de manière désorganisée. Une table en bois, toute simple, permet au maître de lire ou d'écrire tranquillement, ou tout simplement de compter au regard de la balance posée sur un des côtés. 2 armoires renferment des ouvrages et parchemins de différentes contrées westerosi. Des coffres en métal, ainsi que des sacs en jute, appesantissent le tableau déjà chargé du lieu. La deuxième pièce, la salle de repos où dort maître Carsen, est aussi l'espace menant à une grille en fer forgé menant vers la rouquerie à proprement parler. Des chandeliers en métal assez austères complètent l'ensemble.
Pendant que tu observais pour la énième fois les lieux, Maître Carsen s'est déjà affairé auprès de son apprenti. S'asseyant à la chaise de son bureau, une odeur d'encens flotte légèrement ici. L'effluve d'encens et de vieux papiers, penses-tu. La voix de Maître Carsen te coupe dans ta réflexion. Tu veux que je te fasse un compte-rendu des messages comme à l'accoutumée, ou bien désires-tu les lire toi-même ? Tu ne fais même plus attention à ce tutoiement familier d'un membre de la famille, un tutoiement qu'il n'emploie que dans l'intimité, te décrochant un léger sourire. Non, je te fais confiance. Très bien. Ça prendra, tu vois, il envoie en fait une dizaine, donc il dit ça va sûrement prendre une petite demi-heure, et puis je ferai un résumé dans la salle commune. Très bien. Parfait, tu vois, qui s'affaire. Bon corps, on a du travail, tu vois, qui se pose sur son siège, et puis commence déjà un petit peu à travailler. Ok. Donc que fais-tu ? Je regarde un petit peu le corbeau, parce que du coup, un petit corbeau malade, je me demande en fait juste comment il se porte, quoi. Et tu vois que donc ce gamin te regarde. Il va pas très bien, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il aille un peu mieux, hein, parce que les autres ont l'air d'être assez tristes quand il est pas là. Et tu vois qu'il continue, donc... Je rigole vraiment. Je n'en doute pas que tu prendras soin de lui. Je te remercie. Très bien. Et tu vois qu'il continue, donc ça fait rire. Tu vois qu'il se déplace dans la pièce, il essaye de chercher un truc, mais bon, produit quelque chose donc en particulier, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il a l'air de s'y connaître. Il s'applique, quoi. Ouais. Ok, bah du coup je vais aller ranger mes affaires. Ok. Donc toi, Rador, t'es dans la salle, donc la salle d'armes. Pas mal d'équipements te fait face. Un équipement peu utilisé. Plus d'une centaine d'armes sont entreposées ici, dans cet espace sombre, dont les torches cherchent à grignoter la moindre parcelle d'obscurité. Pour accéder à cette zone à Rador, tu es descendu dans la partie inférieure du château, la partie la plus ancienne, l'ancien donjon. Voûté, la pierre est un roc impénétrable, songes-tu. Des lits de camp ont été aménagés depuis fort longtemps, au cas où les gardes auraient besoin d'organiser un roulement des forces. Cette protection n'est plus en vigueur depuis de nombreuses années. Une odeur de bois brûlé, âcre et légèrement désagréable à ta gorge, occupe l'ensemble de la salle d'armes. Vous êtes dans une période de calme dans les 7 couronnes, même si la guerre froide entre les verts et les noirs fait craindre le pire. Le temps lui-même montre aussi cette période apaisée. En effet, les cycles saisonniers et leur influence sur le climat général du monde connu sont particuliers. L'été, l'automne, l'hiver et le printemps existent, mais leur longueur et leur fréquence sont variables. Ainsi, les saisons peuvent durer généralement plusieurs années et marquent parfois cruellement la vie des peuples. Les étés, longs, procurent des récoltes abondantes, mais peuvent aussi entraîner des périodes de sécheresse et de canicule. Depuis l'an 99, nous sommes dans une période estivale qui se poursuit paisiblement, mais qui tend vers un automne au regard des quelques feuilles jaunes et ocres qui tombent de temps à autre dans certaines régions de Westeros. Le dernier hiver connu fut décrété par le conclave des maîtres de la citadelle en l'an 80, lors de la naissance de Gaël Targaryen, surnommé l'enfant de l'hiver. Fille du roi Jaehaerys Ier et de sa sœur épouse Alysanne, elle était pâle et frêle. Séduite par un chanteur itinérant, elle tomba enceinte. En l'an 99, elle mit au monde un bâtard mort-né. Accablé, Gaël se jeta dans la baie de la Nera et se noya. Un serviteur te demande si tu désires voir le maître forgeron. Par un acquiescement rapide, on te ramène à la surface. Dans la basse-cour du château, tu peux voir des gardes discuter techniques militaires. À côté d'eux se tient la forge elle-même. Le son du marteau sur l'enclume te rappelle des souvenirs. C'est près de cette forge que tu as appris à Riam l'art de l'épée, son langage et sa violence. Les 2 serviteurs te montrent l'étendue du travail d'orfèvre du maître forgeron. Des amas de métal rutilants, lames, cuirasses, te font face. Tu te sens chez toi, et tu ne peux t'empêcher d'avoir un profond sourire que tu dissimules aussitôt lorsqu'un des serviteurs Floren se tourne vers toi. Que fais-tu ? En fait, je demande à un des serviteurs un inventaire complet. D'accord. Des ressources que nous avons au château et voir avec les armuriers de la ville. Leur inventaire aussi. Ok. Donc tu vois qu'il il te regarde et tu vois qu'il y en a un qui te fait un signe de tête et il te dit merci. Et c'est tout. Mais tout en continuant à te regarder. Quelque chose à me dire? On a entendu dire, et tu vois qu'il regarde les autres serviteurs, que vous aviez combattu lors du jugement des 7. J'ai fait mon devoir, oui. Les Florent doivent être heureux
de la tournure de la situation. Je pense qu'ils sont heureux de revoir retrouver Célise. Oui, d'ailleurs, comment va Dame Célise? Encore perturbé, mais ça ira avec le temps. Et tu vois qu'il regarde encore l'autre serviteur. Et c'est vrai ce qui s'est passé aux noces écarlates. Et tu vois que t'as l'autre qui te donne un coup de coude. Enfin, je veux dire aux noces de Dame Célise et de Lord Deacon. Qu'entends-tu par c'est vrai ce qu'il s'est passé? Qu'as-tu entendu? Que Lord Deacon est mort lors des noces. Tout à fait. Et vous savez si c'est passé... Enfin, qui l'a tué? Vous le saurez avec le temps. Ok. Mais si vous pouvez faire cet inventaire assez rapidement... Oui, oui. Il n'y a pas de souci, on va s'y atteler. Et tu vois qu'il se déplace avec l'autre serviteur. Très bien. Ok. Du coup, je m'en rappelle. Une fois les quelques rumeurs de la cité obtenues, Gwensen, tu te diriges vers ta demi-sœur Célise, dans ses appartements. Pendant ce temps, Alistair, Arador et Riam, vous vous retrouvez dans la salle commune où John Florent est déjà présent. Vous apercevez les 3 tables ajustées pour former un U. 2 grandes cheminées permettant de chauffer toute personne désirant rester dans cette salle, faisant office de place névralgique du château, à la fois salle de conciliabule, de repas, etc. Janice, votre mère, Alistair et Riam, vous contez souvent des histoires fantastiques au sujet des créatures au-delà des terres les plus reculées des sauces. Là, contre cette cheminée secondaire dont le feu fait miroiter les quelques briquettes du sol. Les tapisseries tentent de conserver la chaleur malgré les 2 passages, à gauche et à droite de la pièce, conduisant à des appartements. Une porte face à la cheminée centrale, elle-même se trouvant derrière la table principale où siège généralement au milieu Lord Florent, conduit vers un escalier en direction d'une autre salle, au niveau inférieur. Au-dessus de ce seuil se trouve un balcon soutenu par des piliers en bois. Ce balcon donne accès à 3 fenêtres cherchant à dissiper les ombres de la lumière. Ce balcon donne accès à 3 fenêtres cherchant à dissiper les ombres de la pièce. Les chandeliers en bois ont d'ailleurs la même fonction, de jour comme de nuit. Le vent joue actuellement avec les bougies dont les flammes virevoltent fébrilement. La salle reste assez froide durant la journée, car le vent circule allègrement entre les 2 points de passage principaux de l'espace devant vous, mais les cheminées tentent d'endiguer cette sensation par une chaleur doucereuse. John vous regarde tous les 3 et vous propose de vous asseoir. Il a ce port noble qui le caractérise toujours, cette barbe sombre légèrement grisonnante et ses yeux affûtés qui font de lui un excellent observateur. Je m'assieds. Très bien. Je même. m'exécute. Je ne m'assieds pas, je reste debout près de la table. Ok. Et ben, tu vois qu'il te regarde, tu peux te joindre à nous, Arador. Et je m'assois. Tout d'abord, je tenais... et tu vois qu'en fait, au moment où il tient ses mains, vous remarquez que sa main gauche continue un petit peu à bouger très légèrement. Je tenais à te remercier pour ce que tu as fait pour notre famille. Je n'ai fait que tenir une promesse. Et elle t'honore. Tu as été jusqu'au bout et tu as fait plus que ce qu'on pouvait te demander. Je vous dois la vie et je suis redevable envers cette famille, tous les membres de cette famille. Et en tout cas, je pense que je peux le dire au nom de mes 2 fils, que on te doit la vie de Célise. Je vous remercie. J'ai eu une réponse de Torgen du Rouvre. Il est favorable à une discussion. Il veut savoir précisément ce qu'on pourrait lui apporter dans une alliance. Son choix n'est pas encore fait concernant les Targaryens. Il ne sait pas s'il doit se rapprocher de Rhaenyra ou des Hightower. Bref, pour l'instant, je ne sais pas précisément ce qu'on pourrait acter avec lui. Je n'ai pas encore mis dans la lettre que Unwin était de notre côté. Mais si ce que tu dis, Riam, est vrai, et j'en suis sûr, si Unwin est de notre côté, il pourra peut-être faire pencher la balance. Maintenant, si c'est pas le cas,
J'aimerais bien savoir ce qu'on pourrait mettre de notre côté pour le faire pencher du côté des Noirs. Il faudrait connaître leurs faiblesses et leurs besoins, tout d'abord. Les rivières qui sont au bord qui sont en liaison avec les trois. Ouais, l'hydromel. L'hydromel, c'est plus une rivière poissonneuse ou de commerce? L'Hydromel est un fleuve large et calme situé au sud-ouest de Westeros, dont la source prend quelques kilomètres seulement au nord de Rebriand. Son embouchure se trouve à Villevieille. Profonde, elle permet à quelques navires de s'aventurer le long de ses courbes pour atteindre Rebriand et son port. C'est un fleuve poissonneux, mais aussi une voie commerciale privilégiée pour remonter efficacement vers les terres intérieures, les ressources au sein du Bief vers les terres de l'orage ou le reste des 7 couronnes. Peut-être serait-il intéressant pour eux d'avoir une voie sur l'hydromel pour importer leurs ressources qu'ils ont à l'est, comme nous le faisons avec nos teintures à travers Westeros. Je sais que les ports des Black Bars pourraient être intéressants pour ça, et s'ils décident de nous faire la guerre, nous pourrons, si nous la gagnons, en revendiquer quelques-uns. Si on attaque les Black Bars. Si on se défend, oui. Oui. Mais s'ils ne décident pas d'attaquer, on ne peut pas mettre dans la balance la question des Black Bars, Nous sommes tout du moins d'accord. pour le moment. Nous sommes d'accord que la proposition d'une Nuit, c'est une alliance par rapport à ce potentiel conflit. Nous sommes... Ouais. Au moins avec les Tarly. Donc, la maison, comment on peut le dire ? Du Rouvre. Du Rouvre sait très bien que s'il n'y a pas de conflit, ils n'auront rien à donner, mais rien à gagner. Au moins, vous pouvez partir sur ce principe. Ce que je peux essayer de faire, c'est de leur dire que Rebriand ne touchera peut-être aucune taxe concernant les marchandises qui seraient amenées pour eux. En fait, vous avez de nombreuses richesses au sein du Bief. La première est vos terres, dont les cultures abondantes vous apportent quantité de récoltes pouvant être vendues ensuite. Les principaux acheteurs d'ailleurs sont les Targaryens, qui ont besoin d'énormes quantités de blé pour nourrir la population de Port-Réal, la capitale des 7 couronnes où se trouve le Donjon Rouge, lieu de résidence du roi. Le blé est important car à l'époque, le principal aliment de la grande partie de la population est le pain. S'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de repas. Un bouillon de légumes complète souvent cet élément majeur et la viande est un mets dégusté que par les plus grands du royaume. Quelques gibiers sont parfois obtenus, mais ne fournit pas la principale ressource de nourriture du commun. La deuxième ressource, de votre famille, propre à vos terres, car ne poussant étrangement que sur celle-ci, est une plante, la brume du crépuscule, ou crépusculaire, qui aurait été accordée par Floris la Renarde à ses enfants comme gage de son amour. Cette fleur, ressemblant au myosotis, fournit une teinture bleue caractéristique assez prisée par les tanneurs de différentes contrées westerosi. Teinture qui passe aussi par le fleuve en direction de Villevieille. Ce qui peut être potentiellement à faire si vous baissez les taxes pour les... Du Rouvre. Les du Rouvre. Pour les du Rouvre, il serait peut-être naturel d'augmenter celles qui sont contre eux. C'est un jeu dangereux. Nous apprêterons. Ça nous afficherait directement Vous auprès croyez d'autres. qu'il y a encore temps de se cacher? Rhaenyra ne veut pas se décider. Si nos alliés commencent à prendre notre parti, peut-être que nous pourrons faire pression sur elle. Tu veux dire Elena Elena Tyrell. Tyrell. Elena, pardon. Oh. Trop de noms. Elena Tyrell. Sauf que le problème, c'est qu'en faisant ça, on s'attire les foudres de tous ceux qui sont du côté des Verts. Et nous uniquement. Donc soit nos alliés se tournent vers nous comme étant un symbole de défense de Rhaenyra, soit on tape trop fort et ils risquent de se désengager de nous. Ils sont comment dans leur famille? Enfin, je veux dire. La composition. La composition de la famille du Rouvre, elle est comment? Vous avez, alors pour le faire simple, vous avez donc Torgun, il a 2 enfants et c'est tout. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu d'alliance. C'est quoi comme enfant? C'est voilà, c'est le sexe des enfants, c'est quoi? 2 garçons. 2 garçons. Perdu. Raté.
J'y ai pensé aussi. Non, puis Célise, là, c'est pas le barré. C'est pas le bon bail. Elle porte malheur. C'est pas encore le moment. Elle porte malheur. La meilleure option, visiblement, est de s'orienter vers Maître Carsen et de savoir quels sont leurs besoins et auxquels nous pourrions y répondre. Il y a toujours la cession de terre, mais c'est trop dangereux économiquement. Oui. Et je ne laisserai pas les terres de votre grand-père Bien sûr. accordées à une autre famille, en plus avec une famille qui n'est pas limitrophe à la nôtre. Ça n'a pas d'intérêt non plus pour eux. Non. Je vais voir avec Maître Carsen, déjà, et on avisera en fonction de ce qu'il a pu me dire. Je dois me déplacer sur nos terres. Je reviendrai demain matin, sûrement, ou en fin de soirée. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous accompagne? Ce sera pas la peine, j'ai quelques hommes de confiance avec moi. Mais en tout cas, faites bien attention à Célise. Oui. Elle est fragile. Et pour tout dire, je ne sais pas ce qui peut se passer dans sa tête. Je sais que Gwensen est très proche d'elle et il porte attention. Très bien. Puis-je me permettre et vous dire de doubler votre garde si vous sortez du château? Et pour quelle raison? Comme vous l'avez dit, comme nous en parlons depuis tout à l'heure, nous sommes en potentiel conflit avec nos voisins. Et quand je veux dire voisins, ils sont à nos frontières. Fais-moi un test de charisme. Un petit 20. La nature. On échange Allez là. Non, garde tes trucs pourris. Vaut mieux que tous les fumbles soient du l'autre côté de la table. Au moins, c'est sûr qu'il va compter. Pas de rétro. Il te regarde. Je comptais pas le faire pour ne pas inquiéter la population, mais Sachez que votre population parle déjà énormément en ce moment. Et peut-être serait-il nécessaire que vous leur expliquiez ce qui s'est passé pendant les noces. Les ondis et les ragots peuvent vous faire encore plus de mal que ce qu'on pourrait imaginer. Je viens de rencontrer quelques serviteurs et ils se posent énormément de questions. Ils ont bien entendu parler du duel des 7, mais ils ne connaissent pas le but qu'a eu ce duel. Donc ils pourraient finir par se faire des idées. les serviteurs du château. Oui, les deux qui s'occupent de l'armurerie. J'ai demandé un inventaire complet de nos ressources au vu des semaines à venir. Ok. Je doublerai ma garde, au moins pour être rassuré concernant ce qui pourrait se dérouler à l'extérieur. D'autres choses? Faites attention. Puis savoir où vous vous rendez. Près du village qui se trouve le long de l'Hydromel. Vous avez quelques personnes qui ont besoin apparemment d'aide, selon le maître, et j'aimerais au moins me déplacer dans leur direction. Très bien. Bien, donc tu vois qu'il se lève et il commence à partir donc, à l'extérieur de la pièce et il vous laisse tous les trois. Donc, est-ce que vous dites quelque chose en particulier ou... Rayam, je pense qu'il serait nécessaire que tu ailles voir tes hommes et que tu sélectionnes les meilleurs pour couvrir ton père. Ok. Oui. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir proposer à Torgen pour en monnaie d'échange, mais il va falloir qu'on trouve vite. Parce que à rythme où ça va, les allégeances vont très rapidement se faire et il ne faudrait pas qu'on se retrouve coincé. Cela ne m'inquiète pas. Pour le moment, les négociations sont faites pour ça. Ils finiront bien par nous dire ce qui les intéresse et nous trouverons un moyen. Peut-être serait-il nécessaire d'envoyer un corbeau portant le nom du Duin qui Je puisse pense que appuyer c'est ce que je vais faire. nos valeurs.
peut-être demander à Unwin ce qui pourrait intéresser Torgen au-delà du soutien qu'il nous porte en fait. T'as pas dit pourquoi il pensait à du Rouvre, spécifiquement? Parce que du Rouvre a l'air d'être relativement intéressé en fait par notre famille. Donc c'est qu'ils ont bien quelque chose? Non, pas dans ce sens-là. Simplement pour plutôt se porter en soutien de notre côté. On est d'accord que du Rouvre c'est un pays de l'Est. En fait, partie de Unwin a un poids certain, enfin, entretient de très bonnes relations avec du Rouvre et sait que du Rouvre serait ouvert à une discussion entre les Rouvres et nous. Ça ne veut pas dire qu'il est officiellement de notre côté, ça veut simplement dire qu'il, moyennant peut-être quelque chose, il serait prêt à nous aider. Tu connais la politique, c'est un jeu de pouvoir. Non, malheureusement. Si j'en avais eu les capacités... D'ailleurs, vous savez que les Durouvre ont joué une place prépondérante dans les affaires du royaume, particulièrement en 48 Âge de la Conquête, moment où les 7 couronnes sont plongées dans la guerre de la foi. Rébellion des fidèles de la foi des Sept contre l'autorité des Targaryens, notamment en raison des mariages incestueux de ceux-ci, considérés comme des péchés contre nature. Durant cette période, Lord Torgen du Rouvre et Lord Ricard Rowan réunissent un host qui marche à la rencontre du Septon Lune. Mais au lieu de l'affronter, ils se joignirent à lui. Le Septon Lune étant un religieux désirant assiéger Ville-Vieille pour forcer le Grand Septon à renier le roi des 7 couronnes, Maegor le Cruel, et à rétablir les ordres religieux de la foi militante. Ils participèrent au siège de l'illustre cité des premiers hommes jusqu'à la mort mystérieuse du Septon Lune, où les Durouvre retirèrent leurs troupes. Et puis, tout le Bief se souvient des événements de la première guerre d'Orienne, où Will de Will, lors des noces de John Cafreren avec Alice du Rouvre, profita des noces pour assassiner les invités, castrer le marié sous les yeux de son épouse et ensuite violer celle-ci avec ses dames de compagnie. Ces dernières sont par la suite vendues comme esclaves à un marchand myrien. Le charme des Dorniens. Personne charmante. D'où l'image des Dorniens qui n'est pas très appréciée, notamment dans le Bief et sur les terres de l'orage. Et puis là aussi, c'est un peu nos voisins. Quoi. Voilà pour l'histoire. Ok, merci. Très bien. Merci pour le petit cours d'histoire. Merci, Mestre. Je mangeais une danette. Et donc, est-ce que vous allez envoyer donc un corbeau et dans ces cas-là, dans quelle direction? Est-ce que vous faites quelque chose à ce sujet? Bah du coup je me pose la question. Si je suis un petit peu votre réflexion. Je trouve ça intéressant d'écrire à Unwin et de lui demander concrètement qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans la balance. Très bien. Du coup je vais me diriger vers le maître, parce que je suppose que c'est lui qui rédige les missives, et lui dicter une lettre précisant la demande. Okay. Donc tu vois qu'il est en train de rédiger un parchemin, donc il a plein de petits papiers donc, qui sont des messages venant des corbeaux. Donc il est là, donc tu vois qu'il fait attention à toi, tu vois qu'il te fait il se lève, donc très légèrement, il fait son petit salut, puis il se replace de nouveau et puis il continue à rédiger. Tu vois qu'il y a toujours un gamin qui est là, et tu vois qu'il a l'air d'attendre sur une chaise, donc tu vois que lui aussi te fait un petit salut, t'entends un croissement donc, d'un corbeau qui est tout seul donc, dans une cage, donc accroché donc, en hauteur. Et fais-moi un test d'intelligence. Oui, bien sûr. Vas-y. J'ai fait un 7. Est-ce que tu as un modificateur d'intelligence? Eh bien non. Ou pas? Non. Non, Okay. non, du tout. Je vérifie juste dans mes capacités, mais non. Ok, donc voilà. Et bien donc tu te retrouves face à lui, donc tu lui demandes d'envoyer ce message. Ouais, un message relativement formel, voilà. Ok, donc c'est le seul message que vous envoyez. Oui. Ok, Oui. Ça marche. À Unwin. À Unwin, oui. On voulait demander à Unwin Oui. s'il savait quels auraient été les intérêts pour les Durouvre de nous joindre. D'accord. Mais, Avant d'écrire aux Durouvre. Bah ça c'est pas tant ça, c'est qu'est-ce que les Durouvre cherchent. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme monnaie d'échange pour les Oui. Durouvre? Oui, c'est ça. oui. Mais Oui. les Durouvre savent toujours pas que Udwin nous a envoyés vers lui. Non, mais Non, mais... bah, personnellement, je considère qu'on suit l'idée de notre père. S'il l'a pas fait pour l'instant. D'accord.
Suite à la discussion en salle commune, tu décides à Lester de traverser la pièce en direction du couloir gauche pour monter vers la tour de la Rouquerie. Le corridor, constitué des multiples tours de Rubrion, laisse planer une atmosphère envoûtante à tous ceux qui pénètrent les lieux pour la première fois. Une chanson très connue à l'intérieur des murs de la cité parle des 1000 tours du renard, chaque tour offrant un monde à part entière. Bien entendu, cela n'est qu'un conte pour enfants, et le château n'abrite pas autant de tours que dans cette chanson populaire. L'orage gronde encore au-dessus de la demeure familiale et la pluie ruisselle le long des pierres, de manière abondante. L'hydromel en contrebas se gorge de cette humidité environnante et prend des forces dans ce déluge tombant sur le bief. En arrivant enfin au palier du maître, tu l'entends griffonner et pester sur le jeune apprenti, les lotions pour le corbeau n'ayant clairement pas été parfaitement administrées. À ton entrée, le corbeau croasse, fébrilement. Comme attendant le signe du départ, les autres sombres créatures à plumes de la Rouquerie croassent à leur tour, en écho à leurs compagnons blessés. Le maître, n'ayant fait aucune mesure de ce maigre événement, se lève puis se rassoit aussi énergiquement pour te saluer. Il prend la parole à brûle-pourpoint. Chacun essaie de savoir sans le dire les allégeances des autres envers les verts et les noirs. C'est quasiment du 50-50. Les seigneurs aimeraient que les Tyrell prennent une position officielle. Certains rappellent à demi-mot, par sous-entendu, les origines basses des Tyrell, en tant qu'anciens intendants des jardiniers. Et celle plus prestigieuse des Florent, des Piques et des Durouvre. Tu sais que les Florent ainsi que les Piques et les Durouvre sont les principales familles du Bief, par leur ascendance mais aussi par leur richesse. Le maître, dont la chaîne en or prouve sa connaissance en matière de compte et de monnaie, reprend. Sur les dizaines de corbeaux reçus, un peu plus de 25% sont dans cette optique. Peu après la discussion avec ses fils et Erador Graves, John Florent décide de prendre ses armes et de descendre dans la cour intérieure du château. Ses hommes sont déjà prêts. Il repense à l'échange avec son maître d'armes et entreprend de passer à l'action. Roche, trouve-moi 5 chevaliers prêts à partir. Nous allons quitter Rubrion sur le champ. Celui-ci obtempère. La pluie sévit encore vigoureusement. L'humidité est présente et lui sur les armes, imbibe les tissus qui se collent frénétiquement aux hommes autour de John. Après une quinzaine de minutes, les hommes de Lord Florent sont prêts à partir. La chevauchée débute, John en tête. Il apprécie les sorties, ce sentiment de ne pas être uniquement le seigneur de ses terres, mais un guerrier. Alekin, son frère, devait hériter du titre, mais le sort en avait décidé autrement lorsque celui-ci porta le noir. Ce souvenir fut douloureux pour John, car il en appelait un autre bien plus ténébreux encore. Il chasse ce vestige du passé en se concentrant sur le chemin boueux qu'il décida d'emprunter bien avant leur retour à Rubrion, au moment où sa fille Célise faillit périr. Après avoir longé l'hydromel pendant un petit moment, il bifurque, lui et sa troupe, en direction des bois d'une petite rivière se jetant dans le fleuve du Bief. Une trentaine de minutes plus tard, il arrive à destination, une hutte constituée de branchages qu'il connaît bien. La locataire des lieux vit encore là, à en croire de nombreux gibiers accrochés par les pattes aux branches de différents arbres. « Restez là », commande Lord Florent. Tous se mettent aux ordres. Les feuilles d'un verre presque artificiel forment un dôme, donnant un côté solennel à l'espace de l'habitation sommaire. Les branches laissent glisser et tomber les gouttes d'eau de manière quasi mystique. Un temple des anciens dieux, profère tout bas John. Près de l'entrée de la hutte, une sombre fumée se dégage de quelques braises légèrement chaudes. « Chiran, c'est moi », annonce Lord Florent. « J'ai besoin de te parler. » Une vieille femme sort de la hutte. Les cheveux blonds, légèrement en bataille, elle approche de la fin de la cinquantaine. Elle porte une peau de bête grise sur ses épaules et toise longuement le seigneur de ses terres. « Entre Florent !» lui intime-t-elle. La hutte est étroite. L'humidité extérieure est éloignée par un feu intérieur qui brûle au centre de la zone délimitée par les branches mortes. L'odeur âcre du feu monte malgré tout à la gorge. La femme aux cheveux longs regarde toujours intensément Lord Florent, se demandant ce qu'il est bienvenu faire ici. « Septa, ne m'appelez plus ainsi, John. Cela fait une éternité que j'ai rompu mes vœux. Aujourd'hui, je ne suis plus que Chiran. » « Très bien. J'ai quelque chose à te demander. » Son interlocutrice attend passivement. « Je pense que Gwensen est à présent capable d'entendre la vérité. » « Elle ne l'acceptera pas, John. Et si vous lui avez caché depuis tant d'années,
c'est parce que vous savez, au fond de vous, qu'elle ne pourra s'y résoudre. Et pourquoi maintenant? J'ai failli perdre Célisa au jardin Et vous voulez perdre une autre fille, c'est ça, John? le coupe-t-elle aussitôt. Écoutez, cette nuit-là, j'ai accepté de vous l'apporter parce que je lui devais, John. C'est pour elle que je l'ai fait, pas pour vous. Elle me l'a demandé. Elle m'a fait promettre. Sur les anciens et les nouveaux dieux. Ne me faites pas parjurer. À l'extérieur, les hommes attendent, en ne sachant pas qu'un lourd secret est sur le point d'être libéré, lorsqu'ils rentrèrent avec leur seigneur à Rubriant, au moment où l'obscurité apparut sur les terres des renards. Les cloches du septuaire résonnèrent à leur arrivée, leur rappelant le début du crépuscule. La chambre de ta sœur est légèrement ouverte. Tu sens l'odeur douce et apaisante des plantes que l'on a déposées dans le bain de ta sœur Célise. L'atmosphère devant toi dénote avec l'orage qui gronde toujours à l'extérieur de l'enceinte de cette tour du château. En trouvant un peu plus la porte, tu aperçois 2 servantes près de ta sœur. Elles sont devant toi et te cachent légèrement la vue d'une baignoire en bois placée dans la baie de la fenêtre pouvant accueillir la baignoire elle-même, ainsi que, par cette embrasure, un cou-siège, c'est-à-dire un banc ménagé dans la baie de la fenêtre. Cette petite arcade lumineuse où se trouve la fenêtre permet ainsi de voir une partie de vos terres en contrebas de la tour principale. À ta gauche, le lit de Célise est fait, et tout semble calme et serein. Pourtant, en se retournant, tu observes 2 visages mal à l'aise face à la situation. Dans la baignoire, l'eau chaude fume encore. Une brume légère se diffuse autour de celle-ci. Célise observe les carreaux de manière maladive. J'ignore complètement les servantes. Je m'avance doucement, je veux pas être menaçant, je veux pas faire peur à Célise, je veux surtout pas lui faire peur. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir capté ma présence? Est-ce qu'elle a l'air de savoir que je suis là du tout? Et tu vois qu'au niveau de l'avant-bras, je l'appelle doucement. Elle fait en fait un signe, une sorte de cercle qu'elle continue. Okay. Et tu vois que c'est presque rouge au niveau de sa peau, tellement elle a l'air de l'avoir fait pendant un certain bout de temps. Et elle continue. Est-ce qu'elle est derrière le parapet ou elle est dessus? Non, elle est juste devant toi. Il y a pas de. En fait, c'est un peu encastré à l'intérieur donc de la pièce. C'est comme s'il y avait une pièce dans la pièce. D'accord. Ça fait une sorte de carré. T'as donc cette baignoire, la fenêtre donc face à elle, et tu vois qu'elle a l'air d'observer et elle continue donc ses cercles. Et tu vois que les 2 servantes sont là en train de se regarder. Elles savent pas trop. Quand tu es rentré, elles se sont un peu écartées. Tu vois qu'elles te regardent, mais complètement mal à l'aise en sachant pas précisément ce qu'il faut faire. Et donc elles te laissent faire. Ce que tu veux. Je la prends doucement, Célise. Donc tu la prends comment en fait? Je veux pas bloquer ses mains en fait, parce que même si c'est très rouge, je veux pas l'arrêter dans ce qu'elle est en train de faire. J'essaye de regarder si elle voit pas si elle regarde quelque chose en partie. Enfin, je regarde dans la même direction qu'elle, mais juste je lui caresse le dos de la main en fait, un peu comme. Au moment où tu touches son dos, tout se voile. Et une fraction de seconde, le temps pour toi de fermer tes paupières puis de les rouvrir, tu sens le froid mordant de l'hiver. Cette sensation, tu l'as ressentie uniquement sur le mur lors de ton précédent rêve. Cette fois-ci, tu es seul, affreusement seul. Tu le sens en toi. C'est comme un grand vide qui te submerge. Un appel à l'aide émotionnelle te tourmente. Tu as l'impression que les 7 ont disparu hors de cet espace, hors du temps. La neige tombe sur toi, sa caresse, tout comme sa morsure. Ta peau te fait souffrir. La température te glace littéralement le sang. Tu ne résisteras pas très longtemps. Tu es dans une forêt. Un blanc manteau recouvre le sol à perte de vue. La végétation est dense et couverte par l'hostilité de la saison. À une 50aine de mètres de toi, Gwensen, tu vois un immense baral, ses grands arbres aux feuilles pourpres et au tronc blanc proche de celui des eaux. Ses racines sont extrêmement longues et épaisses. Un visage humain est taillé sur le tronc, de la sève rouge sang en coule, donnant un air macabre à cet arbre majestueux. Tu as cette lourde impression qu'il te suit de son sombre regard. Il semble te juger ou t'appeler. D'après les histoires racontées par Maître Carsen, ces visages furent taillés par les enfants de la forêt pour représenter les anciens dieux, et ils s'en servaient pour percevoir à travers leurs yeux. Ok. C'est le seul point d'intérêt, entre guillemets, quoi. Si autour de moi c'est de la forêt et il n'y a rien, quoi.
Est-ce que j'entends quelque chose d'autre que le bruit de la neige et des branches qui craquent? Fais-moi un test de sagesse. 11. 11. Tu as l'impression d'entendre un léger murmure venant du barral. T'entends comme chuchoter. Est-ce qu'il y a des traces, de quelque Non. chose? Bah, faute de mieux, écoute, oui, je vais me diriger. Elle va se diriger vers le barral. Ok. Donc tu arrives devant cet immense arbre blanc. Les feuilles, alors tu sens parfois légèrement une bise comme ça, donc un vent comme ça assez brusque qui pénètre l'ensemble de tes os. Tu sens qu'il fait extrêmement froid. T'as jamais senti ce froid mordant parce que ça fait depuis des années que vous êtes en plein été. Et même avant, vous aviez un été qui était encore plus doux. Et face à cet arbre, tu entends, et c'est comme si ça venait de l'intérieur, tu entends chuchoter. Et malgré le fait que tu t'es rapproché de lui, t'entends toujours ce léger murmure, toujours au même niveau. Est-ce que c'est une voix que je pourrais connaître? Fais-moi un test d'intelligence cette fois-ci. Ok. 10 plus 1, 11. Ok. Tu as l'impression que c'est une voix féminine et tu la reconnais comme étant celle de ta sœur Célise. D'accord. Est-ce que ça a l'air de venir de la cime, du corps de l'arbre ou de ses racines? Du corps de l'âme. Et ben, De l'arbre. je fais le tour en passant les mains appuyées sur l'arbre en cherchant une infractuosité, un trou dans l'arbre. Ok. Et dans au lequel ça moment où pourrait tu passer. touches l'arbre, Mhm. la suite. Au prochain épisode. Très bien, faisons ça. Voilà, donc pour l'épisode, on a avancé. Il s'en est passé des choses avec Bunsen. Vous allez pouvoir peut-être découvrir en voyant ce magnifique épisode, la fin. Je saurais rien. Incroyable. En tout cas, la semaine prochaine, on va poursuivre. Ouais. On sait ce qui va se passer. En tout cas, il va se passer quelque chose d'assez lourd. Prendre des notes. Sans doute pas du tout, les gens. Et en tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, s'il vous plaît. Et puis, Et à ne pas venir nous spoiler sur le Discord. En tout cas, on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Oui. Ça fait un petit moment que ça grimpe. Donc, on est content. Alors, je sais pas si c'est parce que vous voulez que cette chaîne ne soit plus si petite et qu'elle soit encore plus grande. En tout cas, merci à vous. Peut-être qu'ils veulent que tu arrêtes de dire une. Peut-être. Dites-le en message. Voilà. Et puis, voilà. N'oubliez pas Le Discord. Discord. Mais je l'ai déjà dit. Ah bah très bien. Toi Voilà, c'est aussi. parfait. Mais tu n'écoutes pas. Partager la théorie la plus folle. Voilà. Et puis, à la semaine prochaine. Ah, la semaine Et puis, prochaine. À la semaine prochaine. Faut savoir que aussi sur le Discord, après, souvent les lives qu'on fait, On est sur la taverne, on discute avec discute. vous. Oui. Voilà, Si vous avez exactement. des questions à nous poser directement, ouais. N'hésitez pas à passer. Et voilà, à discuter avec nous. Vous êtes des gens, ma foi, fort intéressants, vous aussi. Des fois on est tous là, des Heureusement. fois on n'est pas tous là. Des fois, on n'est pas tous là. Des fois, on oublie. Des fois. À la C'est semaine pas grave. prochaine. À la semaine À la prochaine. semaine Alors, à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Ah, c'était cool, c'était bien, C'était Ah, c'est concis. bizarre. Ah, c'était pas ta faute, du coup. Visiblement. Hein. Ah ouais. Ça sera gardé pour la fin du générique. Parce que c'est un jeu dans le jeu maintenant. Faire Comment faire dire qu'il y a un truc con à quelqu'un pour que ce soit à la fin de du la scène générique. post-générique, c'est un jeu dans le jeu maintenant, visiblement. Très bien. Il y a une nouvelle méta. On va s'arranger pour que la prochaine fois ce soit lui. Oh là là.